Bonjour, merci de me donner la parole et donc nous allons partir sur les traces de la vipère péliade dans les limites de l'agglomération parisienne, ce mâle que vous voyez ici avec eux qui sont en fait un décollement lié à une sécrétion au moment de la mue. Nous allons donc en bordure de l'agglomération parisienne, on est sur une avancée de la Briboisée qui sont les forêts domaniales de Notre-Dame et forêts régionales de Grosbois, indiquées par ces flèches rouges, donc une enclave tout à fait au contact de l'agglomération parisienne. Cette carte du XVIIIe siècle montre que nous avons affaire en fait à une lande boisée plutôt qu'une forêt. Lorsque l'on voit écrit forêt sur la carte, l'histoire nous montre que c'est plus complexe. Et sur cette image, les usages qui apparaissent en clair, qui sont des landes, mais probablement aussi des landes dans ce qui est représenté ici en tant que forêt. Photo aérienne la plus ancienne disponible, on est il y a 70 ans, au mois de juin, et on voit très clairement les arbres disjoints dans une surface de lande qui dominait sur l'espace, donc de lande boisée, absolument pas des espaces forestiers au sens où on a l'habitude de les voir aujourd'hui. Quand on voit la carte récente, eh bien la couverture forestière est dense, les trouées, c'est en gros les coupes, quelques milieux verts maintenus pour diverses raisons, mais en particulier les infrastructures linéaires comme la ligne électrique qui traverse d'est en ouest, probablement la plus grande de surface ouverte d'un seul tenant. Eh bien, quand on regarde la régression des landes, et c'est classique, l'on retrouve chez les pelouses calcicoles dont on entendait parler ce matin, et ici, la moitié de la surface a été perdue en 30 ans, donc en 1980, et puis depuis les années 50, il reste quelques pourcents des landes. Donc la situation est très précaire et c'est vraiment très préoccupant pour tout le patrimoine naturel associé aux landes. On revient sur la forêt régionale de Grosbois, qui est la partie ouest de cet ensemble, avec ces deux photos qui montrent la situation qui a évolué vers un boisement. Ici, vous avez dans les surfaces jaunes les dernières surfaces ouvertes fermées en dehors de la grande pelouse du Progrès ou de la... Et en bleu, une mesure compensatoire de la déviation de la N19 à Boussy qui a donné lieu à une coupe. Voici la photo encore plus récente de l'année dernière. Nous allons maintenant poursuivre avec cette carte qui fait le résumé de la régression des landes régionale de Grosbois, carte faite pour l'agence qui gère la forêt régionale de Grosbois. Et là encore, simplement, l'idée qu'il reste probablement moins de 10% des landes qui étaient cartographiables il y a 70 ans sur la plus ancienne photo aérienne, qui est une référence, évidemment, qui n'est qu'une référence commode parce que cette photo est disponible et précise. Les paysages ont tendance à disparaître ou ont complètement disparu, en landes boisées. L'horizontale n'étant pas gênée par les voisins, donc les formes des arbres le racontent bien. Ici, la pelouse du Progrès. Et là, ce qui est important à mentionner, c'est que la surface d'habitat ouvert détermine le refroidissement crépusculaire et nocturne. Et je pense que c'est quelque chose à regarder avec le réchauffement climatique et aussi le fait que dans ces grandes landes boisées, dans une partie froide de la Seine-et-Marne ou ici du Val-de-Marne, on est au contact des deux, eh bien, nous avons ces ambiances microclimatiques qui sont aussi générées par la taille des ouvertures. Nous avions donc, et nous avons toujours, une faune eurosibérienne, mais cet élément a disparu, la dicticelle des alpages, mentionnée il y a 100 ans, encore la dicticelle des bruyères, que l'on retrouve dans quelques parcelles de la forêt Notre-Dame, extrêmement raréfiée. Il y a d'autres espèces comme le sténobotre nain, pas remis de photo là, mais allons plutôt sur les reptiles qui nous intéressent. Le lézard des souches était présent il y a 25 ans en forêt de Grosbois. Il n'y est plus, il n'y avait pas de mention à Notre-Dame. On a le lézard vivipare à Notre-Dame qui est absent de Grosbois, comme d'autres amphibiens qui sont aussi absents de Grosbois alors qu'on les trouve à Notre-Dame. Il y aura une synthèse à faire dans les années qui viennent sur ce sujet. L'orvet, ici très présent dans les deux ensembles forestiers, la coronelle également, la coronelle lisse, la couleuvre à collier, peut-être un peu plus dense à Notre-Dame, et la vipère qui va retenir notre attention. Alors, nous avons ces dernières landes boisées, et en l'occurrence, une lande intéressante que j'ai pu identifier en tant que d'hibernation de la vipère péliade, et de vue hivernale et estivale. Au-delà de l'hétérogénéité thermique que je mentionnais avec la taille des trouées, qui est à l'échelle de la lande, à l'échelle de la végétation, dans les trouées, quand on met un thermomètre en mars et qu'il fait 9 degrés, eh bien, il fait 25 degrés dans la trouée. Et on en profite.
mettent alternativement au soleil ou à l'ombre. Alors en mars, elles peuvent passer, certains individus peuvent largement passer plus de 4 heures sans bouger en plein soleil, mais évidemment à ce moment-là, elles ont à la fois besoin de chauffer et il ne fait pas si chaud que ça. L'hétérogénéité se retrouve très bien lorsqu'on cartographie l'utilisation de l'espace. Et là, tout était observé dans les petites ellipses bleuâtres ou blanches de toutes ces vipères vues au moment où là se passait. J'avais passé pas mal de temps sur ce secteur, dans lequel la population a beaucoup régressé depuis. Ailleurs, ça bouge. Et donc là, 2011-2014. Alors quand on fait des inventaires des vipères, on peut tenter, comme on le fait pour les reptiles, de mettre des plaques. Elles y viennent très peu, mais ici, un peu la coup de la loterie. Il m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir les 4 espèces présentes en forêt régionale, à part le lézard des murailles qui est sur le mur d'enceinte, ne fréquente pas les landes de la forêt régionale. Donc les 4 espèces présentes, et figurez-vous là que la coronelle est déjà grande, mais la couleur à collier fait 1,10 m et la vipère, elle fait 67 cm, ce sont grands individus. Les suivis individuels se font par les dessins des écailles qui sont extrêmement fiables et extrêmement fidèles. À gauche, un vipéro retrouvé 5 ans plus tard, adulte, une femelle en haut et puis en bas à droite cette année, donc à l'âge de 6 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces marques sont vraiment tout à fait stables. Et une autre information intéressante, à l'âge de 5 ans, cette vipère mesurait 50 cm. Ici, 3 photos successives du même mâle, là avant la première mue, et vous notez aussi que la tête est sale avec une petite poussière qui est liée au fait que cette bête sort de terre, de son terrier. Probablement, il utilise des terriers de micromammifères ou autres excavations. Et puis aussi l'impression que les écailles sont plates. Et regardez la succession des photos parce que c'est intéressant de voir à quel point c'est variable en fonction de l'éclairage. Cette photo est prise après la première mue. Elle a les couleurs vives de la période de reproduction qu'on va avoir un peu plus loin. Et puis les écailles ont l'air d'être bombées alors que en fait c'est simplement une question d'incidence de l'éclairage. Et cette dernière vue de la même animal avec la seconde mue qui commence, l'œil bleuté, la couleur un petit peu terne et donc un aspect qui change alors que le dessin des écailles reste strictement le même. On retrouve dans les mues également les retournants parce qu'évidemment au moment de la mue, la pose retournant, il faut penser à retourner la photo sur le logiciel qui va bien et on retrouve parfaitement dessin et forme des écailles. Ici, cette fameuse différence de couleur qui m'a beaucoup surpris quand je m'en suis rendu compte sur le terrain. Je n'avais pas vu dans la littérature parce que j'ai plutôt été voir les vipères que de lire les articles dans un premier temps. Et donc c'est un grand classique. Après la première mue, elles deviennent vives, donc en haut et en bas, 2 individus qui ont ce changement de teinte très marqué. Ici, sur cette image, on voit 2 mâles de grande taille. Celui de droite a mué, celui de gauche pas encore, et la photo du dessus, c'est le même après sa mue. Le 7 avril, on est pile au milieu de la date de première mue pour la forêt régionale de Grosbois. J'imagine qu'il y a une variabilité qui doit se retrouver dans les différentes populations. Et là, nous avons 4 mâles, il y en a 3 à droite et un mâle de très grande taille à gauche. Alors, un petit grossissement de la partie droite pour voir les 3 têtes les unes au-dessus des autres de ces 3 mâles, dont celui du milieu est en mue. Vous voyez des animaux qui font plus de 60 cm pour 2 d'entre eux, un qui fait 50, et en fait, le mâle à gauche faisait au moins 75 cm, jamais revu, individu, etc. Alors on peut se poser la question du lien qu'il peut y avoir entre la longueur des individus et l'âge. Bien évidemment, il y a de la variation, mais ce qui est intéressant, avec l'exemple de cette 9 ans, et peut-être que je la reverrai l'année prochaine à la 10e année pour le même individu, cet animal avait à peu près 50 cm à 5 ans, et en fait, avec différentes données, cette courbe donne une indication. Mais ce qui est intéressant, c'est que la maturité sexuelle est atteinte à 4 ans et que manifestement, à Grosbois en tout cas, la longueur de 50 cm est atteinte à 4 ou 5 ans chez les femelles. Donc une indication d'âge adulte avec cette longueur atteinte. Les mâles mettent 1 an de moins pour atteindre la même longueur. Donc 50 cm, soit à 3, soit à 4 ans. Ici, on voit que bien évidemment, il y a des vipères qui poussent en longueur, d'autres en épaisseur. On voit cette série, la photo de droite montre une vipère qui est épaisse. Demandez si elle a une proie, mais la semaine d'après, exactement une semaine plus tard, elle avait le même format. Gestante début juin, c'est un peu surprenant. De toute façon, il y a une variation de forme chez les vipères et que l'on retrouve très classiquement. Ici, bien sûr, cette femelle est bien gestante, fin juillet.
Et là, un format très, très classique à cette date. Alors, 485 identifications faites ici, montrées ici avec les données brutes pour 120 vipères, 34 coronels croisés pendant ces itinéraires, tout en photo identifiées. Également 20 couleuvres à collier, mais une partie échappe parce qu'elles sont très rapides. Et quand on ramène au nombre d'itinéraires, 314, nous avons une vision un peu plus normale de la répartition saisonnière des observations. En gros, les mâles très visibles en début de période, les femelles plutôt printemps-été, et puis on retrouve des observations au moment de l'hivernage, de l'hibernation à la fin de saison. Donc ça se traduit par septembre, octobre, un tout petit peu début novembre. Il n'y a pas beaucoup d'observations tardives. Là, les dates de mue qui sont intéressantes. Donc la première mue, vous voyez, tout à fait fin mars ou plutôt la première quinzaine d'avril. La seconde mue des mâles, donc on se situe entre en gros fin mai, début juin. Et puis une date de troisième mue, seul un cas unique, le 22 août. Pas d'autres informations. Et puis une mue visible des femelles, donc plutôt 20-25 mai avec un cas le 3 mai. Voilà, donc des dates extrêmes d'observation qui vont en forêt de Gros-Bois du 2 mars au 5 novembre. Il y a des données jusqu'après 15 novembre dans d'autres contextes et d'autres régions, et comme il peut y avoir des observations dans d'autres contextes en février. Ici, c'est intéressant quand on classe par nombre d'observations tous les individus, de noter que les individus vus plus de 10 fois représentent seulement 10%. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, il me semble, c'est que plus de 40% des individus, je ne les ai vus qu'une seule fois. Combien je n'en ai jamais vu, jamais croisé, et voir un individu une seule fois, on ne sait pas grand-chose de sa vie, bien évidemment, et ça donne une idée, montre bien la difficulté de ces inventaires. Cette page pour donner une idée de l'effectif, probablement autour de la centaine d'individus. À gauche, les carrés rouges, c'est chaque vipère vue chaque année dans l'ensemble des secteurs. En bleu, la bête n'a pas été vue une année, jusqu'à 4 années de suite, ça m'est arrivé. En orange, l'âge possible de chaque individu, et donc simplement un cumul ensuite des nombres d'individus qui pouvaient être présents simultanément, et vous voyez que cette valeur elle monte à 84, ça donne une idée de l'effectif cumulé en fait de la présence de tous ces animaux sur le massif. C'est une manière indirecte d'avoir il y aura un calcul plus précis qui sera fait avec la technique, les calculs de capture, marquage, recapture, donc sur la base des identifications par les écailles de la tête. Quand on s'intéresse à la survie, on regardera ça aussi avec capture, marquage, recapture ultérieurement, et la survie des femelles après la gestation, des articles ont bien montré la mortalité des femelles, et en fait qui se réalise après coup, c'est-à-dire que c'est pas une mortalité directe, mais c'est soit l'hibernation qui n'arrive pas à son terme et l'animal meurt en hibernation, soit elle n'arrive pas à reconstituer ses réserves le printemps suivant. Il se trouve que 2 des 3 mâles observés au cours de ces 3 accouplements n'ont pas non plus été revus. Alors il y en a un qui avait au moins 7 ans, donc ça c'est l'âge, et l'autre, c'est un de ceux que je n'ai vu qu'une fois, donc pas grand-chose de sa vie. 2 photos de ces accouplements, donc le 3 mai 2015, vous voyez, 6 mai 2019, c'est une date assez classique. Et ici, nous allons regarder ce qui se passe au niveau spatial. Voilà une répartition approximative, probable de la vipère dans ce massif. Évidemment, on retrouve les milieux ouverts, mais on retrouve aussi des milieux semi-ouverts forestiers, qui sont parfois relictuels comme ceux qui sont au sud-ouest, ou qui relient les espaces ouverts. Vous notez la donnée isolée vers 1980, qui est une donnée qui me semble tout à fait fiable, mais il y a 30 ans, les Landes étaient bien plus vastes. Souvenir de cette forêt pour l'avoir parcourue au cours des années 80, où dans toute la moitié nord, on voyait d'une allée à l'autre à travers la forêt. Aujourd'hui, c'est inenvisageable. Ça évolue vite. Cette seconde carte montre les sites d'hibernation. Angle bleu, complété des sites utilisés au printemps et en été, et c'est important d'avoir les deux informations, avec des possibilités d'incursion en forêt pour explorer, parce qu'il y a des données qui semblent montrer des mouvements dans ces directions-là. Maintenant, trouver des vipères dans des zones où elles sont rares et dans des milieux où elles sont pas faciles à trouver tout simplement, ça va pas être facile, mais je vais m'y intéresser. La répartition des vipéraux et des jeunes, et puis les déplacements des mâles, ici essentiellement au moment de la reproduction, sur des ordres de grandeur de 300 mètres, avec la plus mobile en haut, qui a fait un aller-retour sur presque 500 mètres, avec une observation de cet individu
d'hibernation et un retour sur exactement le même site d'hibernation, tout à fait fin octobre, dernière observation 31 octobre. Cette image montre l'évolution connue des différents secteurs avec des hausses dans les milieux ouverts, avec une grande variabilité sous la ligne très claire sur la pelouse du progrès qu'on va regarder par la suite. Des diminutions, notamment dans la tendance globale n'est pas évidente à dessiner pour le moment. Alors cette pelouse, elle a d'abord été utilisée comme site de printemps-été, puis ensuite comme site utilisé toute l'année avec hibernation. On va détailler les différents secteurs. Cette partie nord, pour atteindre cette partie nord, il faut passer un fossé temporairement en eau. Et fossé, c'est en eau en 2018. Je trouve que je ne voyais pas arriver donc, sur ce taillis basse. J'ai constaté donc probablement nager comme la plupart des vertébrés probablement n'apprécient pas de traverser un fossé. Là, ça a pu les retarder. Ce taillis nord fait partie d'un ensemble de la pelouse qui n'a plus été fauché depuis 2012 et donc il est issu d'un développement assez récent. Les photos successives de ces espaces et on voit ce taillis qui est formé à partir de 2016 et qui maintenant continue d'évoluer avec une densification. Alors ce schéma montre la séquence de colonisation. En 4 ans après l'arrêt de fauche, les premières vipères, le premier vipéro qui est observé en 2018 en mai. Alors est-ce qu'il est né là? Est-ce qu'il est un jeune colonisateur? La première hibernation et on en est déjà au deuxième hiver avec hibernation. Et en haut, ce diagramme montre par ordre de longueur les différentes vipères qui sont arrivées dans ces espaces. On voit plus de mâles dans les petits bosquets de droite. On voit notamment qu'il y a beaucoup d'individus qui font au moins 50 cm, donc une contribution forte des adultes, mâles et femelles. Première couleuvre à collier en 2018, première coronelis observée en 2020. Je dis bien observée, je n'ai pas l'intention de tout voir à tout moment, mais probablement après les vipères. Revenons sur l'ensemble de la pelouse avec le diagramme pour montrer que 2 tiers des femelles et 80% mesuraient plus de 50 cm, donc forte contribution des adultes, même si bien évidemment les jeunes sont sous-estimés. Ils sont beaucoup plus difficiles à voir, mais notons que dans les jeunes, majoritairement des femelles. Alors ce taillis sud-ouest a la même évolution que le taillis nord, avec un décalage. La dernière fauche est en 2015, se structure et la première colonisation arrive 4 ans après, exactement la même chronologie que le taillis. 5 vipères sont arrivées là, avec encore une fois des animaux de plus de 50 cm, donc 5 adultes, 3 femelles, 2 mâles. Dans cette partie taillis sud-est, très peu développée encore, 3 femelles, dont 2 clairement adultes. Une petite histoire, une petite tranche de vie sur ce tout petit bosquet. Cette femelle est arrivée le 18 avril dernier, rejointe par un mâle dont je connaissais le vipéro, né sur la lisière ouest 3 ans plus tôt. Cette femelle ayant été présente dans ce même bosquet 2 ans avant, pas vue l'année dernière. Le mâle repart dans les taillis sud-est. Et puis le lendemain matin, elle est rejointe par un autre mâle qui a hiverné dans une clairière au nord et qui, l'année d'avant, l'hiver d'avant, printemps précédent, était sous la ligne électrique. Et voilà qu'un troisième mâle qui hiverne sur la pelouse du Progrès, dans le taillis nord, a été passé sur la lisière ouest. Et alors qu'il n'était pas là la veille au soir, le lendemain matin, il était au niveau de ce petit bosquet. Je suppose qu'il a fait son transit en milieu ouvert, soit le soir tard, soit carrément de nuit. Intéressant par rapport à l'exposition au risque de prédation dans cette pelouse qui est très clairsemée. L'animal est retourné dans le taillis nord. Le voici avec une autre femelle l'année précédente, l'un des accouplements que j'ai pu observer, et puis curieusement, le jeune mâle qui est au-dessus, le numéro 63, qui est passé 3 fois sur cet appariement, avec beaucoup de nervosité. Nous avons ici évidemment des menaces, et là, sur quelques photos, 3 individus, des marques sur les écailles d'un prédateur. Je ne sais pas quel prédateur a pu faire ces marques-là, mais on retrouve des marques équivalentes sur cette seconde vipère femelle, ainsi que cette troisième, avec apparemment une cicatrisation après la mue. Tout cela se passe dans la pelouse du Progrès, exposée au risque. Une couleuvre à collier a fait les frais des mêmes blessures, de 85 cm, donc c'est quand même déjà un grand individu quand même. Et puis là, c'est différent, c'est carrément un coup de bâton sur cette femelle, photo prise par Vincent Limagne, qui a souvent contribué aux observations ces 3 dernières années, et qui m'a envoyé cette photo, cette vipère. Je ne l'avais pas vue l'année d'avant, mais je la connaissais 2 ans avant, et donc on a l'encart en haut à droite, c'est le numéro 48.
Les menaces, c'est aussi les broyages, ici sous les lignes électriques. On échange avec RTE pour convenir de dates les moins pénalisantes possibles. Là, la photo avait été prise en mars 2012, évidemment, un broyage qui serait fait mi-mars dans des conditions météo d'activité. Et on a un fort risque de broyer des vipères, c'est très clair. Différents états de la ligne, ça réagit très vite, le taillis, les ronciers qui se redéveloppent et les vipères qui s'y réinstallent. Une dynamique que je vais essayer de mieux comprendre dans les années qui viennent. Un risque évidemment d'écrasement avec un vipéro ici en bord d'allée qui n'est absolument pas vu par les gens, donc étant placé là, les gens ont fait le tour et n'ont rien remarqué. Et puis quelques mots pour ce massif dont vous avez vu des détails sur la foire régionale de Grosbois, mais que se passe-t-il sur le reste du massif? Avec Augustin Bussac, qui a beaucoup patrouillé la forêt domaniale de Notre-Dame. Ces petits cercles blancs montrent pour le moment une répartition qui commence à se dessiner, mais que se passe-t-il là où il y a des points d'interrogation? Près de la Grange, c'est pas évident qu'il y en ait, mais la partie est de Notre-Dame, oui. Donc, à creuser. Quand on regarde l'Île-de-France, on voit dans l'ellipse rouge la forêt Notre-Dame et Grosbois où on a le plus gros ensemble pour la vipère péliade, suivi de la forêt de Sénart. Dans cette forêt, l'espèce a été retrouvée au printemps dernier dans une opération de réouverture de landes et une attention pour les hautes vallées de l'Essonne et puis surtout pour la boucle de la Seine au niveau de la Roche-Guyon et boucle de Moissy. J'ai important à regarder là et voir quel est le réseau qui reste. Quel état ça se trouve, l'état de conservation des milieux évidemment et de cette espèce. Et bien, merci pour tous et merci à Vincent Limagne pour ses observations, Pierre Rivalin des observations clés sur ce massif, François Cercolet ses bons conseils, Augustin Bussac aussi ses observations, Julia Daillon pour une aide à la bibliographie et puis à venir sur les calculs de capture, marquage, recapture. Terminé avec cette prévue au moment de la sortie d'hiver de 2020.